Un bouton de manchette inestimable disparaît, et avec lui l'identité d'un homme. Bienvenue à Vérités obscures, je suis votre hôte, Léon. Laissons le mystère perdurer. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous suivez. Je lis chaque message. Et c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Commençons. C'était à l'automne 1893, une saison particulièrement grise et humide à Londres, que je me retrouvais à nouveau à Baker Street, à proximité de mon vieil ami, M. Sherlock Holmes. Ayant récemment conclu une longue affaire impliquant un héritage français falsifié et un reliquaire volé à Bloomsbury, Holmes se contenta pendant un temps de flâner en robe de chambre, entouré de monographies sur des poisons obscurs et de concertos pour violon à moitié joués. J'étais revenu à Baker Street cette semaine-là, non pas comme résident mais comme invité régulier. Mon cabinet à Kensington était stable et mon mariage, bien que marqué par l'absence de ma chère Mary, que Dieu ait son âme, avait laissé un vide de soirée tranquille que Holmes était ravi de combler par des conversations revigorantes et des promenades nocturnes agitées dans les rues embrumées. C'est par un matin pareil, juste après que le soleil eut tenté en vain de percer le brouillard jaune persistant sur Londres, que Madame Hudson frappa à la porte de notre salle à manger. Holmes venait de prendre un morceau de grousse froide et s'apprêtait à prendre le Times lorsque l'interruption se produisit. « Un client, Holmes ?» demandai-je en pliant ma serviette. « C'est possible », répondit-il en jetant un coup d'œil à la pendule de la cheminée. « Mais il est encore trop tôt pour que ce soit autre chose qu'une catastrophe. Écoutons le bruit de ses bottes. » Et en effet, il était là, un pas ferme et précipité, adouci par un cuir précieux mais peu habitué à la poussière de nos rues. Holmes plissa les yeux, intéressé. Posture militaire, Watson. Mais pas celle d'un soldat. Ongles propres. Pas de tache d'encre, pas celle d'un commis. On le saura bientôt. La porte s'ouvrit sur un homme d'environ 55 ans, au visage éclatant et aux épaules larges, vêtu d'une jaquette bleu marine finement coupée. Sa cravate était fermée par une épingle de valeur évidente, et de la poche de son manteau pendait une fine chaîne en argent terminée par l'éclat d'une montre d'homme. « Monsieur Holmes, pardonnez-moi l'heure. » commença l'homme en retirant ses gants d'une main tremblante. « Mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Vous êtes le bienvenu, » dit Holmes cordialement en désignant la chaise en face de lui. « Reprenez votre calme, sœur. Cédric, vous êtes entre amis. » Le monsieur commença. « Vous me connaissez ?» Holmes s'autorisa un léger sourire. « J'oublie rarement un homme une fois que j'ai lu son histoire dans le Law Times et que je l'ai vu recevoir un doctorat honorifique au King's College. Votre photo a été prise de profil, très flatteuse, si je puis dire, et votre chevalière porte les armoiries de la famille Marchmont. Puis-je vous présenter mon ami et chroniqueur, le docteur John Watson. » Sir Cédric inclina la tête vers moi avec une politesse affinée par des décennies au Parlement. « Votre réputation vous précède tous les deux, » murmura-t-il. « J'espère qu'elle sera à la hauteur de l'affaire en cours. » Holmes joignit les doigts et se pencha en avant. « Dis-moi tout. » Sir Cédric Marchmont, ancien sous-secrétaire aux affaires coloniales et baronnet de fortune modeste, s'attarda sur un incident curieux et pénible survenu dans sa maison 2 jours plus tôt. Son récit, délivré avec une panique contenue sous un vernis de réserve aristocratique, captura rapidement toute l'attention de Holmes. Il s'avéra qu'un objet singulier avait disparu de la collection personnelle de Sir Cédric. Un bouton de manchette en saphir, d'une valeur considérable et d'une provenance plutôt particulière. Contrairement à son homologue, conservé précieusement dans sa boîte à bijoux, le bouton de manchette manquant avait appartenu à un diplomate russe aujourd'hui décédé. Il était, disait-on, de fabrication Fabergé, orné d'une gravure microscopique d'un aigle bicéphale sous la pierre. Ces boutons de manchette avaient été offerts par la tsarine Maria Féodorovna lors du mandat d'ambassadeur de Sir Cédric à Saint-Pétersbourg. « Ils n'ont pas d'équivalent en Angleterre, » dit-il avec emphase. Et cet ensemble était irremplaçable, non seulement pour son savoir-faire, mais aussi pour
Des raisons politiques. Ah, dit Holmes doucement. Il y a plus que des bijoux. Sir Cédric hésita. J'espérais rester discret. Mais oui, l'ambassadeur de Russie arrive à Londres la semaine prochaine. J'avais l'intention de porter les boutons de manchette lors de la réception officielle à Whitehall. Leur absence serait remarquée, et certains se feraient un plaisir de suggérer que je les ai vendus pour financer les dettes de jeu de mon fils, ou pire. Holmes hocha lentement la tête, son regard ne quittant jamais les doigts tremblants de l'homme. « Quand as-tu vu le bouton de manchette pour la dernière fois » a-t-il demandé. « Il y a 2 nuits, à 10h15 précises. Je m'en souviens parce que j'inspectais ma tenue pour la réception à venir. J'ai déposé les 2 sur un tissu de velours sur mon bureau. Le lendemain matin, l'un d'eux avait disparu. Et qui avait accès à vos chambres? Seulement mon valet, ma fille Clarissa et sa compagne, une certaine Miss Eliza Trott. Il y a aussi l'affaire de M. Lionel Arkwright, le prétendant de ma fille. Il avait dîné avec nous ce soir-là et est parti peu avant minuit. Holmes se pencha en arrière sur sa chaise et joignit ses mains derrière sa tête. Et vos serviteurs? Aucun n'est au-dessus de tout soupçon, mais aucun n'a de mobile. Claire non plus. Y a-t-il eu un cambriolage? Aucune trace d'effraction, rien d'autre n'a été volé. Un vol ciblé, murmura Holmes. Très intéressant. Sir Cédric fouilla dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une petite boîte en velours qu'il ouvrit pour révéler le bouton de manchette restant. Un ovale brillant d'un bleu profond, serti dans une griffe en argent complexe. J'ai apporté ceci, au cas où cela pourrait aider à vos recherches. Holmes l'examina avec une loupe de bijoutier qu'il avait tirée de la poche de sa robe de chambre. « Fait exquis, murmura-t-il. Mais la monture a été récemment polie. L'avez-vous montrée à quelqu'un? Seulement ma fille. Elle aussi est en détresse. » Holmes remit le bouton de manchette dans son écrin avec une précision méticuleuse. « Alors, commençons par chez vous, Sir Cédric. Si quelqu'un a pris le bouton de manchette, il a peut-être aussi laissé quelque chose derrière lui. L'absence de second vol implique soit une retenue incroyable, soit une intention délibérée. Tu viendras aujourd'hui? Dans l'heure. Sir Cédric se leva, visiblement soulagé. Merci, monsieur Holmes. Docteur Watson. Alors que la porte se refermait derrière lui, Holmes se leva. La lumière dans ses yeux était indubitable. Allons, Watson, dit-il vivement. L'affaire du bouton de manchette en saphir promet d'être à la fois délicate et intellectuellement enrichissante. Apportez votre revolver, au cas où cela s'avérerait plus qu'un simple embarras aristocratique. Il s'arrêta et jeta un dernier coup d'œil à l'assiette de petit déjeuner vide. Et puis, rappelle-moi de ne pas manger de tétras demain. Ça n'aide pas à clarifier mes pensées. Le ciel était couvert lorsque nous avons hélé un fiacre et traversé Londres pour rejoindre la résidence de Sir Cédric Marchmont, à Belgravia Square, un quartier où richesse et discrétion allèrent de pair. Le brouillard, déjà épais, dans les rues basses, conférait au trajet une certaine théâtralité, comme si nous nous dirigions vers le prologue d'une pièce de théâtre élaborée. Holmes ne dit pas grand-chose pendant le trajet, si ce n'est pour tapoter pensivement du bout des doigts sur l'intérieur en acajou du fiacre. « Je ne crois pas, dit-il enfin, qu'il s'agisse d'un simple vol. »« Oh » demandai-je, en sortant mon carnet. Lorsqu'un objet de grande valeur est volé sans que rien d'autre ne soit touché, pas même des bibelots de moindre valeur de même proximité, cela ne témoigne pas d'opportunisme, mais d'une intention. Quelqu'un a pris qu'un bouton de manchette, et seulement ce bouton. Cela suggère une certaine connaissance et donc une certaine planification. Vous soupçonnez quelqu'un dans la maison? Je soupçonne tout le monde, y compris Sir Cédric. Lui-même. J'ai dû avoir l'air surpris car Holmes émit un petit rire sec. Watson, lorsqu'un homme politique de haut rang me confie des histoires de vol d'insignes, je ne l'exclus pas de la liste des suspects, surtout lorsqu'il prend soin d'évoquer simultanément dettes, relations diplomatiques et filles. Nous arrivâmes peu après la demi-heure devant une maison de ville de 4 étages, dont les ferronneries luisaient sous la condensation.
Le majordome, un homme raide et incolore du nom de Hobbs, nous conduisit sans cérémonie dans un vestibule majestueux, tapissé de peintures à l'huile sombre et de rideaux de velours. L'air embaumait une légère odeur de lavande et de cirage, pour cuivre. Sir Cédric nous accueillit dans le salon, où une carafe de xérès avait été posée avec soin sur un plateau en noyer poli. Il paraissait moins tourmenté qu'auparavant, mais son regard exprimait toujours la prudence et la réserve d'un homme cherchant à concilier sa stature publique et sa détresse personnelle. « J'ai réuni les membres de la maisonnée comme vous l'avez demandé, monsieur Holmes, dit-il. Cependant, je dois dire que les domestiques me sont quelque peu perturbés par votre présence. Une perturbation dans la routine peut être révélatrice, répondit Holmes. J'aimerais commencer par la pièce où le bouton de manchette a disparu. Sir Cédric hocha la tête et nous fit signe de monter l'escalier recouvert d'une épaisse moquette qui étouffait chaque pas. Son bureau était une pièce chaleureuse et digne, tapissée de volumes reliés de cuir, de cartes des territoires coloniaux, et d'une cheminée devant laquelle un fauteuil cramoisi trônait tel un trône. Un grand bureau occupait le centre de la pièce, encombré de papier, d'un encrier, d'un cendrier en cristal et du velours sur lequel les boutons de manchette avaient été posés. Holmes ne fit aucune remarque immédiate, mais procéda à une inspection minutieuse des lieux. Il se déplaçait avec la grâce d'un danseur, s'arrêtant de temps à autre pour s'agenouiller, plisser les yeux ou caresser une surface. Il huma l'air près du velours et examina le tapis près de l'âtre avec sa loupe. Il resta silencieux pendant près de 10 minutes, tandis que Sir Cédric se tenait là, de plus en plus mal à l'aise. Finalement, Holmes se tourna vers lui. Les boutons de manchette étaient conservés ensemble ici, sur ce tissu. Oui. Et tu étais seul quand tu les as placés. Entièrement. Mais le lendemain matin, qui est entré dans la pièce en premier? Mon valet, Henshaw, il est venu m'aider à m'habiller et a immédiatement remarqué mon absence. Et a-t-il mentionné des troubles? Aucun. Holmes hocha la tête puis s'adressa à moi sans se retourner. Watson, remarquez-vous l'impression sur le velours? Je m'avançai. Effectivement, le tissu portait 2 marques ovales, l'une nette et précise, l'autre faible et incomplète. L'impression de légèreté, a déclaré Holmes, correspond à un objet soulevé délicatement, comme le ferait quelqu'un essayant de ne pas perturber le décor. Ce n'est pas la marque d'un voleur pressé. Il examina ensuite les fenêtres, testa les loquets et regarda le rebord. « Sécurisé », murmura-t-il. « Le verre n'a pas été touché. Interdiction de toucher à la vitre. » Il recula et se tapota le menton. « Parlons avec la maison. Commençons par le valet. » On sonna et quelques instants plus tard, un homme d'une trentaine d'années entra. Henshaw était mince, pâle et portait l'uniforme à col raide d'un domestique de haut rang. Il répondit aux questions de Holmes avec un professionnalisme discret, affirmant être entré dans le bureau comme d'habitude et n'avoir constaté aucune trace d'intrusion ou de désordre. « Savez-vous si Sir Cédric a déjà montré les boutons ?»« De manchette à quelqu'un ?» demanda Holmes. « Seulement à sa fille, monsieur. Elle les appréciait particulièrement. Et avez-vous vu mademoiselle Clarissa dans le bureau ce soir-là? Non, monsieur. Je crois qu'elle était dans la maison. » Holmes le congédia d'un signe de tête et se tourna vers Sir Cédric. « Votre fille et son compagnon, où puis-je les trouver? » « Ils prennent le thé au salon. Dois-je les faire entrer ?» Holmes hocha la tête. Quelques instants plus tard, Miss Clarissa Marchmont entra dans la pièce. Elle était, je dois l'avouer, un modèle d'élégance et d'assurance tranquille, pas plus de 22 ans, avec des cheveux auburn soigneusement coiffés sous un peigne de jade et un regard d'une vive intelligence. Elle portait une robe vert émeraude à col montant et se tenait avec la grâce que l'on associe aux réceptions à la cour et au pensionnat. « Voici Monsieur Sherlock Holmes, » dit Sir Cédric. Mademoiselle Marchmont lui tendit la main et Holmes la serra brièvement mais courtoisement. « Mademoiselle Marchmont, » dit-il, « pardonnez mon intrusion, mais elle est nécessaire.
J'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup les boutons de manchette. Je les admirais, répondit-elle. Il me rappelait Saint-Pétersbourg, les histoires que mon père racontait. Mais je n'y ai jamais touché. Tu les as vus récemment? Il y a 2 nuits. Père me les a montrées dans cette même pièce. Nous avons discuté pour savoir si elles étaient assorties au revers de sa veste de réception. Et votre compagne, mademoiselle Trott, les a-t-elle vues? Je ne sais pas. Elisa était avec moi dans le salon. Elle est peut-être passée par là, mais je doute qu'elle soit entrée dans le bureau. Holmes haussa un sourcil. Et pourtant, la porte du bureau est toujours déverrouillée. Clarissa hésita. Oui. Holmes fit un geste vers l'âtre. Et quelqu'un d'autre est venu ce soir-là? Peut-être un certain Lionel Arkwright. Une légère rougeur lui monta aux joues. Oui, il a dîné avec nous. A-t-il manifesté un quelconque intérêt pour les boutons de manchette? Non. Il est plus enclin à la politique qu'aux bijoux. Et pourtant, il est resté jusqu'à minuit, juste avant. Il avait une voiture appelée. Holmes hocha de nouveau la tête, et Miss Marchmont, sentant la fin de son interrogatoire, fit une révérence polie et se retira. Nous restâmes seuls un moment. Holmes se dirigea de nouveau vers la cheminée, où il s'accroupit pour inspecter le tapis. « Watson, dit-il, tu as remarqué la décoloration près de la grille? » Je me suis penché en avant. Effectivement, une petite marque ovale, à peine visible, peut-être la taille d'une demi-pièce, gâchait le rouge intense du tapis persan. Une trace de cendre? Qu'aurais-je suggéré? Ou de la cire fondue? Mais pourquoi sous cette forme? Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau en grinçant, et une autre silhouette entra sans prévenir. Elle était mince, vêtue simplement, et portait un carnet sous le bras. Son regard allait rapidement de Holmes à moi, en passant par le velours du bureau. « Elisa Trott, dit-elle doucement, je crois que vous souhaitiez me parler. » Holmes se leva du foyer et lui offrit une chaise. « Vraiment? S'il vous plaît, asseyez-vous. » Le visage de la compagne était indéchiffrable. Sa voix avait un accent du Nord, adouci par des années d'élocution. Elle croisa soigneusement les mains sur son carnet. « Vous étiez avec mademoiselle Marchmont la nuit où le bouton de manchette a disparu? »« Oui, monsieur Holmes, nous avons lu de la poésie après le dîner. »« Et vous êtes passé devant cette pièce? »« C'est possible. » J'ai pris un livre sur l'étagère du couloir. Holmes la fixa du regard. « Et pourtant, tu te souviens du titre? Chant d'innocence par Blake. Curieux choix. Et la porte était-elle ouverte? Elle était entr'ouverte, mais je n'y suis pas entré. » Holmes lui lança un long regard silencieux. « Merci, mademoiselle Trott. Ce sera tout pour l'instant. » Une fois parti, Holmes resta immobile pendant plusieurs secondes, puis se tourna vers moi avec une lueur dans les yeux. « Watson, le perçois-tu? Je ne peux pas le dire. Alors permettez-moi de vous montrer quelque chose d'assez singulier. La prochaine étape, mon cher ami, concerne le bouton de manchette lui-même. » Holmes n'expliqua pas immédiatement l'énigme évoquée dans sa dernière remarque, mais tandis que nous descendions l'escalier de Marchmont House, je lus dans ses yeux la même lueur qui marquait le début d'une quête intellectuelle. Ses pas étaient légers, presque enjoués, et lorsque nous atteignîmes le vestibule, il s'arrêta pour admirer un daguerréotype délavé de Sir Cédric à l'époque où il était militaire. « Observe, Watson, » dit-il en tapotant la vitre. « Même les héros vieillissent. Mais l'instinct d'un homme, c'est plus difficile à dissimuler. » Je ne comprenais pas encore le sens de cette parenthèse énigmatique, mais Holmes ne me laissa pas le temps de poser la question. Sir Cédric nous rejoignit dans le vestibule et nous demanda si nous avions progressé. Holmes fit preuve de son calme habituel et dédaigneux. « Quelques interrogations ont été soulevées, » répondit-il. « J'aurais besoin d'une liste de votre personnel de maison avec leurs allées et venues au cours de la semaine écoulée. Auriez-vous également l'amabilité de me fournir la dernière adresse connue de M. Arkwright? »« Certainement, » répondit Sir Cédric interloqué. « Pensez-vous qu'il... »« Je pense. »
interrompit Holmes avec douceur, qu'il faut examiner de nombreux fils avant de pouvoir déterminer lequel a été tiré. Sir Cédric fit appeler Hobbs, qui revint bientôt avec les informations demandées. Arkwright, semblait-il, occupait un appartement à Mount Street, non loin de Hyde Park Corner, une adresse chic qui témoignait à la fois de revenus et de discrétion. Holmes plia le papier et le glissa dans son manteau, avec l'air d'un homme qui empoche des munitions. De retour dans notre taxi, il semblait contemplatif mais alerte. « Vous avez remarqué la nervosité de Miss Trott ?» demanda-t-il brusquement. « Je la pensais sa prudente, précisément. Ni anxieux, ni évasif, mais mesuré. Son discours est trop calculé pour la dame de compagnie, ou plutôt, il convient parfaitement à ce rôle, qui est lui-même suspect. Vous la soupçonnez. Du vol? Pas directement, répondit Holmes. Mais je soupçonne qu'elle en sait plus qu'elle ne l'a dit, et peut-être plus qu'elle ne devrait en savoir. Elle surveille Clarissa de trop près. Non pas comme une amie, mais comme une gardienne. Tu penses qu'elle est au service de quelqu'un d'autre? Holmes ne répondit pas immédiatement. Peut-être, ou peut-être a-t-elle simplement peur, non pas pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre dans la maison. Et Arkwright, un homme politique qui est resté jusqu'à minuit la veille d'un scandale diplomatique, je serais très surpris qu'il ne se retrouve pas ce soir-là, seul dans son bureau. Nous sommes arrivés chez Arkwright peu avant midi. C'était un immeuble couleur crème de 4 étages, orné d'élégants rideaux de dentelle et de heurtoirs en laiton. « Polly !» Un majordome discret nous a informé que M. Arkwright n'était pas là, mais attendu dans l'heure. Holmes a laissé un avis de passage et nous a suggéré de revenir plus tard. Il ne s'est pas découragé. En attendant, dit-il, « Allons faire un tour, Watson. Je veux tester une petite hypothèse. » Il me conduisit dans une rue étroite, 3 pâtés de maisons plus au nord, où un commerçant ouvrait les volets d'une bijouterie. Monsieur Krantz & Fils, spécialiste des pierres précieuses, orientales. Holmes s'approcha avec l'air poli d'un gentleman curieux. « Bonjour, dit-il. Puis-je vous demander si vous avez récemment acheté ou réparé un bouton de manchette en saphir? Fabergé, par exemple? » L'homme derrière le comptoir. Un homme maigre avec un pince-nez et des mains perpétuellement humides. Semblait perplexe. « Pas de travail de ce genre ces derniers temps, monsieur, » dit-il. « La plupart de nos commandes récentes concernent des bagues de fiançailles, mais je me souviendrai certainement d'une pièce comme celle-là. » Holmes le remercia et sortit avec un haussement d'épaules. « Parfois, dit-il alors, que nous retournions au taxi. Il est important d'éliminer l'évidence, ne serait-ce que pour clarifier l'improbable. À 1 heure précise, nous sommes retournés à Mount Street et avons retrouvé Arkwright chez lui. Il nous a accueillis avec la politesse discrète d'un homme habitué aux négociations. Grand athlétique et impeccablement coiffé, il avait tout du diplomate en devenir. « Monsieur Holmes, » dit-il en s'inclinant brusquement, « c'est inattendu. »« Je regrette cette intrusion, » répondit Holmes d'une voix douce, « mais Sir Cédric s'inquiète de la disparition d'un objet personnel. Votre présence à Marchmont House la veille de sa disparition vous place naturellement dans le champ de l'enquête. Arkwright nous fit signe de nous asseoir dans un salon décoré de caricatures politiques et de plusieurs distinctions encadrées de divers clubs et associations. Il servit du cognac que Holmes refusa. « Je suis ravi de pouvoir aider, » dit Arkwright, « mais je dois avouer une certaine irritation. J'ai consacré beaucoup de temps à aider la maison de Sir Cédric ces derniers mois. Ma cour à Clarissa a été tout à fait appropriée. »« Sans aucun doute, » dit Holmes, « et je ne porte aucune accusation. Mais dites-moi, êtes-vous entré dans le bureau de Sir Cédric ce soir-là » Les yeux d'Arkwright vacillèrent brièvement. « Juste un instant. Clarissa a laissé ses ciseaux à broder là, et je suis allé les chercher. Et tu as vu les boutons de manchette? Oui, je les admirais. Cédric aimait exhiber son butin diplomatique. Mais tu ne les as pas touchés? Je vous assure que non. » Il se pencha en avant. « Monsieur Holmes, puis-je être franc? Ce bouton de manchette, ce n'est pas un simple bijou. Il représente une alliance politique tacite.
Si les Russes soupçonnent sa disparition intentionnelle, les conséquences seront désastreuses. En effet, dit Holmes à voix basse. Et si le vol était une affaire privée? Arkwright marqua une pause. Ce serait préférable mais peu probable. Qui chez Cédric se risquerait à un tel acte? Voilà ce que j'ai l'intention de découvrir, dit Holmes en se levant. Bonjour, monsieur Arkwright. Alors que nous retournions vers le taxi, je ne pouvais contenir mes questions. Il cache sûrement quelque chose? C'est vrai, répondit Holmes, mais je doute qu'il s'agisse d'un vol. Ses préoccupations sont politiques, pas criminelles. Et ensuite, retournons à Baker Street. Je souhaite examiner un objet que j'ai récupéré dans le bureau. Tu as pris quelque chose? Holmes sourit faiblement. Seulement ce qui avait été oublié. De retour à notre logement, Holmes sortit de la poche de son manteau un morceau de papier plié recouvert d'une fine cendre noire. Ceci, dit-il, était sous la grille, carbonisé mais pas entièrement consumé. Il étala le fragment sur une plaque de verre et l'examina sous sa loupe. Voilà, Watson, la fin d'une lettre imprimée, le bord d'un sceau royal et un caractère russe à peine visible au pli. Quelqu'un a brûlé une lettre dans cette cheminée. Les cendres ont été déplacées, mais pas entièrement dispersées. Alors le bouton de manchette n'était pas la seule chose cachée. Précisément. Holmes se pencha en arrière, sur sa chaise et tapota son menton du doigt. Quelqu'un est entré dans ce bureau tard dans la nuit, non pas pour voler le bouton de manchette, mais pour détruire un document. Le bouton de manchette a été utilisé soit comme couverture, soit comme avertissement. Il regarda vers la fenêtre où le brouillard s'était épaissi comme de la laine. « Watson, » dit-il doucement, « nous devons retourner à Marchmont. »« House ce soir discrètement. Dans quel but? Pour voir quelle vérité les pierres du foyer peuvent encore révéler. » Il ne faisait pas encore nuit lorsque Holmes nous annonça que nous dînerions tôt. Il commanda un souper léger, jambon froid et un verre de Bordeaux, et mangea avec une précision mécanique, l'esprit déjà rivé à la mission du soir. Je connaissais bien ce regard. C'était l'expression qu'il arborait avant une rôderie nocturne, ce qu'il appelait s'aventurer dans les veines de la ville. Et le plus souvent, cela signifiait une intrusion discrète en quête de vérité. J'espère que vous n'êtes pas opposé à une visite tardive chez Sir Cédric, dit-il après que la dernière bouchée eut été expédiée. Tu veux entrer par effraction chez les Marchmont? Demandai-je, même si je me doutais déjà de la réponse. Entrer par effraction? Répondit Holmes d'un ton doux. Non, Watson. Nous entrerons sur invitation. Ou, à défaut, par nécessité professionnelle. J'ai envoyé un mot, il y a 1 heure demandant l'accès au bureau pour une analyse plus approfondie des cendres près de la cheminée. J'espère que cela vous sera accordé. Sir Cédric est peut-être un homme de renom, mais il est aussi désespéré. Et si on nous refuse? Les yeux de Holmes brillèrent d'amusement. Alors nous nous contenterons de l'entrée des commerçants. Il se trouve que notre arrivée à Belgravia Square, peu après 20 heures, ne rencontra aucune résistance. Hobbs, le majordome, nous accueillit sans enthousiasme, mais avec une certaine acceptation fataliste. Sir Cédric lui-même ne se présenta pas, prétextant un dîner diplomatique au Reform Club. Il avait cependant laissé une lettre signée autorisant « Monsieur Holmes à poursuivre ses investigations ». La maison était plus silencieuse qu'avant. Les réverbères à gaz avaient été baissés dans les couloirs, projetant de longues ombres ambrées sur le papier peint, et le feu dans le bureau s'était réduit à de faibles braises. « Je souhaite ne pas être dérangé », ordonna sèchement Holmes au majordome. « Veillez à ce que personne n'entre sans y être invité. » Hobbs s'inclina brusquement et se retira. Dans le bureau, Holmes ne perdit pas de temps. Il se dirigea directement vers la cheminée, s'agenouilla près de la grille, sortant cette fois une petite pelle en métal et une feuille de papier sulfurisé. Avec une précision experte, il rassembla les cendres et les fragments calcinés, restant dans le coin où il avait trouvé la lettre brûlée. « Watson, » dit-il, « te souviens-tu de la légère marque ovale sur le tapis, près du foyer ?»« Oui. » Holmes sortit une petite brosse
et commença à balayer les fibres du tapis autour de la décoloration. Puis, il se pencha et sortit une fiole, un de liquide incolore et une bande de papier buvard. « C'est un test pour détecter des résidus de nitrate d'argent, » murmura-t-il. « C'est courant dans certaines encres utilisées par les ambassades étrangères. Si nous en trouvons... » Il marqua une pause. Une légère traînée bleutée apparut sur le buvard. « Ah, dit-il, comme je le soupçonnais. Quelqu'un a détruit ici de la correspondance diplomatique, et probablement du type portant un sceau ou un insigne liant à la légation russe. Mais quel est le rapport avec le bouton de manchette ? Demandai-je, perplexe. Holmes se leva et épousseta la cendre de ses manches. Telle est la question, Watson. Imaginons, le bouton de manchette était visible, admiré, et pourtant intact par plusieurs personnes. Mais la nuit même où il a disparu, quelqu'un a également détruit une lettre à proximité. Une lettre à l'encre russe contenant, je le soupçonne, des informations compromettantes. Alors le vol était une couverture? C'est impossible. Ou peut-être était-ce l'inverse. La destruction de la lettre était l'acte principal et le bouton de manchette une malheureuse perte collatérale. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la forme précise du motif en cendres. Quelqu'un a brûlé la lettre à la hâte. Elle n'était pas entièrement réduite en poudre. Il craignait d'être découvert. Alors ce n'était pas Sir Cédric? Dis-je lentement. Il l'aurait détruit plus complètement. Un serviteur? Peu probable. Seul quelqu'un qui y avait accès émotif, et suffisamment d'anxiété pour brûler un papier, mais ne pas rester pour terminer le travail. Holmes se dirigea vers le bureau et ouvrit le deuxième tiroir. Il contenait divers presse-papiers, épingles et autres accessoires d'hommes d'État. Il les examina tous avec une attention rapide et minutieuse. « Watson, regarde ça », dit-il en brandissant une petite enveloppe pressée entre deux buvards. Je l'ai pris et j'ai lu l'inscription. Elle était écrite d'une élégante écriture féminine, à ma très chère Clarissa, pour tes yeux seulement. L'enveloppe était vide. Holmes a examiné l'intérieur avec sa lentille. Déchiré, observa-t-il. À la hâte. Le rabat porte encore l'empreinte d'une bague. Ni celle de Sir Cédric, ni celle d'Arkwright. Il se retourna vers la cheminée et regarda les braises. « Elle a lu quelque chose, » murmura-t-il, « et elle l'a détruit. Tu veux dire Clarissa? Non, quelqu'un autre l'ait lu, et je l'ai brûlé pour l'empêcher de le lire. » Il tapota doucement l'enveloppe. Ce mot ne lui est jamais parvenu. Avant que je puisse répondre, un léger bruissement dans le couloir nous fit tous deux nous retourner. Holmes leva la main pour réclamer le silence. Des pas, doux, délibérés, qui s'approchent. Holmes s'approcha de la porte et l'ouvrit vivement. Une silhouette se tenait juste derrière le seuil, surprise. Un pied levé à mi-pas. C'était Miss Eliza Trott. Son visage, toujours calme, exprimait désormais une peur subtile mais manifeste. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Holmes ne lui laissa pas le temps de parler. « Vous m'avez écouté, » dit-il sans accusation. « J'ai seulement entendu des voix. Je me demandais si tu avais besoin de quelque chose. » Holmes l'observa attentivement. « Non, mademoiselle Trott, mais peut-être avez-vous besoin de quelque chose. » Elle le regarda d'un air vide. « La vérité, » ajouta-t-il doucement. « Elle devient rare dans cette maison. » Un silence plana dans l'air. Puis, très doucement, elle entra dans la pièce et ferma la porte derrière elle. « Tu en as déjà trop vu, n'est-ce pas ?» dit-elle presque dans un murmure. « Cela dépend, » répondit Holmes, « si vous êtes prêt à me dire ce que vous savez. » Eliza jeta un coup d'œil à la cheminée, puis à l'enveloppe dans mes mains. « Tu l'as trouvée, » dit-elle. « Alors Clarissa ne l'a vraiment jamais vue. »« Non, » dit Holmes doucement, « mais toi l'as fait, et tu as détruit son contenu. » Elle s'enfonça dans le fauteuil le plus proche, son sang-froid s'effondrant. « C'était un avertissement, » dit-elle, « de quelqu'un que Clarissa n'aurait jamais dû fréquenter. La lettre est arrivée hier après-midi. Je l'ai interceptée uniquement pour la protéger, mais quand j'ai lu le message, c'était plus que du flirt. C'était du chantage. » Holmes hocha la tête. «
De qui? Je crois, bien qu'il ne soit pas signé, qu'il provenait d'un certain Belikov. Il était autrefois diplomate russe. Il est aujourd'hui en exil ou peut-être en fuite. Le même Belikov qui a servi sous le comte Ignatiev, demanda Holmes sèchement. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu le connais? Holmes hocha brièvement la tête. Continuez. Il était au courant pour les boutons de manchette et pour l'histoire de Clarissa avec Arkwright. Il a menacé de divulguer une partie de sa correspondance, à moins qu'on ne lui rende quelque chose. Et ce quelque chose, dit Holmes, c'était le deuxième bouton de manchette? Elisa hésita, puis hocha la tête. Au début, je n'y croyais pas. J'ai cru à un bluff. Mais en me rendant au bureau de Sir Cédric ce soir-là, j'ai trouvé la lettre. Et le bouton de manchette avait disparu. As-tu vu quelqu'un d'autre? Non, mais la porte du jardin n'était pas verrouillée. J'ai pensé que quelqu'un était peut-être entré. Holmes resta immobile un instant, puis il se tourna vers moi. « Watson, » dit-il calmement, « je dois parler immédiatement à l'inspecteur Lestrade. Je soupçonne fortement que nous n'avons pas affaire à un simple vol ou à un scandale, mais à un complot d'espionnage qui a déjà commencé à se concrétiser. » Il regarda Miss Trott. « Tu resteras ici, ne dis rien. Moins il y aura de gens qui sauront que tu as avoué, mieux ce sera. » Elle hocha la tête en silence. En quittant le bureau, Holmes s'est tourné vers moi et m'a dit « Nous ne courons pas après un bouton de manchette, Watson. Nous courons après un espion. » Nous quittâmes Marchmont House à la tombée de la nuit, Holmes plus animé que je ne l'avais vu depuis des jours. Ses longues enjambées sur les dalles humides de Belgravia trahissaient une détermination aiguisée, non seulement par la curiosité, mais aussi par le parfum de quelque chose de plus profond, quelque chose de secret, de géopolitique et de menaçant. Il était en proie à cette exaltation singulière qu'il appelait l'échiquier au-delà du visible. Et tandis que nous tournions vers Baker Street, je ne pus m'empêcher de le remarquer. « Vous croyez vraiment que cette affaire relève de l'espionnage international ?» demandai-je, le col de mon manteau relevé pour me protéger de la bruine froide. « Je ne crois pas, Watson, » répondit-il vivement. « J'ose avoir, nous avons désormais affaire à un adversaire plus subtil qu'un simple voleur et plus dangereux qu'un prétendant jaloux. Le vol du bouton de manchette n'est qu'un signal, un élément d'un message destiné à échapper à l'attention des observateurs ordinaires. Heureusement, nous ne sommes pas des observateurs ordinaires. Nous arrivâmes à Baker Street où Holmes se mit immédiatement au travail. À la lumière des lampes de notre salon, débarrassant la table et étalant les fragments calcinés que nous avions récupérés dans la cheminée de Sir Cédric. Il utilisa avec un soin méticuleux une série de pinceaux à pointe fine, de pinces et de réactifs chimiques. Je me tenais à proximité, l'aidant autant que possible, et transcrivant les lettres ou les inscriptions qui apparaissaient au cours de la restauration. Bientôt, parmi les débris fragiles de ce qui avait été un fin parchemin, un fragment d'emblème diplomatique apparut, 2 aigles entourés d'une écriture cyrillique. À côté, faiblement gravé mais indubitable, se trouvaient les 3 derniers mots d'une phrase « Tiki rend le deuxième ». « Rendre le deuxième quoi ?» demandai-je. « Le deuxième bouton de manchette », dit Holmes sans lever les yeux. « Vous vous souvenez qu'il formait autrefois une paire, un cadeau de la tsarine Maria Féodorovna, rien de moins. Mais il n'était pas purement décoratif, cela ne fait plus aucun doute. Il tint le bouton de manchette en saphir que nous conservions encore, le jumeau survivant à la lumière. Le tournant délicatement, il sortit une petite lentille monocle et commença à scruter le sertissage à griffes intérieures. « Voilà !» dit-il soudain, « comme je m'en doutais. » Je m'avançai et il inclina la gemme vers moi. Sous la surface, à peine perceptible sauf par la lumière réfractée, se trouvait une gravure, un aigle à 2 têtes, certes, mais aussi une succession de minuscules points et entailles incrustés dans le cadre de la gravure. Le code Morse? Ai-je risqué? Holmes hocha la tête. Un code. Les boutons de manchette n'ont jamais été de simples bijoux. Ce sont des clés, littéralement peut-être,
ou des marqueurs codés, et si Watson, ils représentaient des jetons d'identification, utilisés par des agents exilés de l'ancienne police secrète russe, un moyen de distinguer les loyaux des compromis. J'ai ressenti un frisson, mais pas à cause du temps. Et le bouton de manchette manquant, demandai-je. Maintenant entre les mains de quelqu'un qui compte, soit le rançonner, soit l'utiliser. Si Belikov ou quiconque revendique désormais, ce titre est effectivement actif à Londres, alors il a acquis plus qu'un précieux joyau. Il a accès à un pivot politique. Holmes s'éloigna de la table et récupéra sa montre sur la cheminée. Il est 10 heures passées. Nous avons juste le temps d'atteindre Scotland Yard. Lestrade n'appréciera pas d'être dérangé, mais je crains que les enjeux ne permettent plus de respecter la politesse. L'inspecteur Lestrade nous reçut dans son bureau avec un mélange familier de réticence et de curiosité. Son épaisse moustache frétillait tandis que Holmes nous exposait les circonstances. La lettre brûlée, la correspondance interceptée, l'implication de Belikov et le bouton de manchette codé. Des boutons de manchette, marmonna Lestrade, déconcerté. Alors maintenant on court après les bibelots et les tailleurs, c'est ça, Holmes? Holmes sourit froidement. J'apprécie votre scepticisme habituel, Lestrade. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous eu des visites inexpliquées récemment? Des hommes arrêtés puis relâchés sans explication? Des signalements de fausses pièces d'identité ou de passages inhabituels autour de la légation? Russe? Lestrade grogna. Il y a été une altercation a eu lieu devant une librairie de Soho la semaine dernière. Un homme à l'accent étranger a été aperçu en train d'échanger des colis. L'agent de police qui a suivi les faits a déclaré que l'individu avait disparu dans un taxi privé sans immatriculation. Holmes hocha la tête. Vous avez trouvé votre Belikov. Les sourcils de Lestrade se froncèrent. Et si je vous dis que c'est au-dessus de votre statut, que se passera-t-il alors? Demanda-t-il. Alors j'agirai sans vous, répondit calmement Holmes. Mais je préférerais que vous m'accompagniez. Nous devons immédiatement organiser la surveillance de Marchmont House, en particulier de l'entrée du jardin. Et nous devons retrouver Arkwright rapidement. Arkwright? Tu crois qu'il est impliqué? Pas directement. Mais s'il est victime de chantage, il pourrait tenter une bêtise pour protéger Clarissa ou son père, et je le soupçonne d'avoir accès à des contacts diplomatiques qui préféreraient que cette affaire reste secrète. Lestrade soupira. Vous réalisez, Holmes, que ça sent l'ingérence du ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi nous devons agir avant qu'il l'enterre. Après de nombreuses protestations, Lestrade accepta d'envoyer 2 agents en civil surveiller le jardin arrière de la cité Marchmont. Holmes et moi retournâmes à Baker Street, où, enfin, il s'autorisa un moment de repos. Il s'assit près de l'âtre, le bouton de manchette codé à la main, le faisant tourner pensivement entre ses doigts. « Watson, dit-il, il y a une chose que nous devons maintenant accepter. Quelqu'un au sein de Marchmont House a soit conspiré avec Belikov, soit été manipulé par lui. Et bien que mademoiselle Trott ait avoué avoir intercepté une lettre, elle garde un sang-froid suspect. Elle a dissimulé certains détails. Pensez-vous qu'elle était une agente consentante? Peut-être pas. Mais elle est peut-être menacée, ou peut-être qu'elle protège quelqu'un. Il m'a alors jeté un coup d'œil, un éclair de perspicacité dansant derrière ses yeux. Dites-moi, Watson, que savons-nous de Clarissa Marchmont? À part son admiration pour les boutons de manchette et sa prétendue cour avec Arkwright, pas grand-chose. En effet. Et n'est-ce pas étrange? J'ai cligné des yeux. Comment ça? Elle est la fille d'un diplomate, a grandi entre Londres et Saint-Pétersbourg, parle couramment plusieurs langues et est gardée avec l'intensité d'un secret d'État. N'y voyez-vous pas plus qu'une coïncidence? Je ressentais un malaise, grandissant. Vous soupçonnez elle. C'est la raison pour laquelle le bouton de manchette a été volé? Holmes se leva et commença à faire les 100 pas. Je soupçonne qu'il, c'est la raison pour laquelle les boutons de manchette existent en premier lieu. Il s'arrêta à la fenêtre, regardant le brouillard où les lampes à gaz se brouillaient, comme des spectres.
Si Clarissa Marchmont a eu une liaison avec quelqu'un, peut-être un officier russe, mais pendant le séjour de son père à l'étranger, et si cette liaison a donné lieu à certaines affiliations compromettantes, alors il se peut que les boutons de manchette lui aient été confiés non pas comme un cadeau, mais comme un message. Un message ? Holmes se tourna vers moi. Un bouton de manchette pour la fille. Un autre, conservé en dépôt par le père. Chacun gravé d'un code secret connu seulement de quelques privilégiés. Dans ce cas, il représenterait des symboles de reconnaissance. Une paire de jetons qui, réunis, pourrait la permettre de vérifier l'identité d'une personne auprès d'un réseau clandestin. Et maintenant, ils sont séparés, dis-je, à voix basse. Et il en manque un, plus que raté, dit Holmes. En jeu. Un léger coup frappé nous interrompit. Madame Hudson entra avec une enveloppe. Ceci vient d'arriver en main propre, monsieur Holmes. Pas d'adresse de retour. Holmes l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier sur laquelle étaient écrites 2 lignes. Si vous voulez le deuxième, venez seul, minuit, Wilton Mews, remise derrière la forge. Il n'y avait pas de signature. Holmes a plié le papier et me l'a tendu. « Eh bien, Watson, dit-il d'une voix égale, le jeu a cessé d'être abstrait. Tu ne peux pas y aller seul, dis-je fermement. Et pourtant, je le dois, répondit-il. Il l'exige, et en la matière, leurs règles sont strictes. Je te suivrai à distance. Il a croisé mon regard et m'a fait un léger sourire. C'est précisément ce que j'espérais que vous me suggéreriez, mon cher Watson. Le brouillard qui s'accrochait au pavé cette nuit-là était d'une densité particulière, propre à Londres, lorsque l'humidité semble étouffer tout bruit et tout mouvement sous son voile fantomatique. Les réverbères sifflaient, s'efforçant d'éclairer les ruelles étroites qui partaient de Wilton Mews, leurs halos dorés se fondant dans la brume après quelques mètres à peine. Je le suivis à distance, comme convenu. Holmes avait quitté notre logement de Baker Street peu après 11h30, vêtu d'un manteau noir et de chaussures à semelles souples. Le mot précisait ni arme ni compagnon. Et Holmes, fin connaisseur de ce genre de jeu, avait respecté l'esprit du message, sinon la lettre. Il partit seul, mais je le suivis, mon revolver discrètement dissimulé dans les plis de mon pardessus. Wilton Mews ne m'était pas inconnu. Il se trouvait niché derrière les quartiers plus cossus de Knightsbridge, un étroit cordon d'anciennes écuries aujourd'hui, transformées en modestes résidences pour artisans et petits fonctionnaires. À cette heure-là, le silence était total. Pas de voiture, pas de pas. Juste l'écho lointain des cloches d'un clocher à l'autre bout de la ville. J'ai atteint le coin de l'écurie et j'ai attendu sous l'arche squelettique d'un platane sans feuilles, les yeux fixés sur l'entrée de la cour du forgeron, un endroit dont je me souvenais comme n'étant guère plus qu'une dépendance en briques tachée de suie et une paire de portes en fer rouillé. Holmes avait déjà disparu à Tien. L'intérieur. J'ai attendu 10 minutes se sont écoulées, puis 15. Pas une âme ne bougea. J'ai regardé ma montre, chaque tic-tac résonnant anormalement fort. 20 minutes. Une silhouette bougea enfin, mais ce n'était pas Holmes. C'était un homme au chapeau melon, émergeant du fond de l'écurie et jetant un coup d'œil par-dessus. Son épaule. Il passa rapidement sans s'arrêter. C'est pas trop répété pour un promeneur occasionnel. Je m'enfonçai davantage dans l'ombre et ne bougeai pas. Et puis, du côté du hangar, un bruit sourd et métallique retentit. Le grincement d'une charnière. J'avançai, en prenant garde à ne pas laisser mes bottes frotter contre la pierre. Holmes est apparu. Il marchait d'un pas lent et mesuré, mais même dans la faible lumière, je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la rigidité de sa posture. Quelque chose s'était produit. Je me suis mis à son pas tandis qu'il passait sans un mot, et nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous ayons tourné dans une rue latérale plus sûre, hors de vue de l'écurie et de son mystérieux observateur. « Eh bien ?» demandai-je. Il expira par le nez une respiration courte et serrée. « Il y avait 2 hommes, dit-il. Un seul parlait, avec un accent oriental.
L'autre restait constamment derrière moi, probablement armé. La pièce était à peine meublée, un banc, une lampe et une toile recouvrant ce que je crois être un faux mur. Ils se sont révélés? Pas directement. Mais le porte-parole s'est présenté comme un intermédiaire. Il n'a pas donné de nom, mais a utilisé une expression connue uniquement des membres du cercle diplomatique impérial russe. Le seau se brise lorsque l'aigle pleure. C'était autrefois une phrase codée utilisée dans la correspondance tsariste. Et le bouton de manchette. Il fouilla dans son manteau et en sortit un petit paquet, enveloppé dans une toile cirée et scellé avec de la ficelle. Nous nous arrêtâmes sous un lampadaire et il l'ouvrit. Là, niché dans les plis, se trouvait son jumeau, le bouton de manchette en saphir manquant. « Mais ils me l'ont rendu ?» demandai-je étonné. « Temporairement. Ils voulaient démontrer qu'ils le possédaient et qu'ils en comprenaient la valeur. Mais ils ont aussi transmis un message. Il m'a tendu un mot plié. Je l'ai lu à la lumière. Nous vous rendons cette pièce pour vous prouver notre sincérité. Mais ce n'est pas à vous que nous avons affaire. C'est à la fille de la maison, Marchemont. Elle sait ce qu'elle détient. Elle viendra à nous où nous récupérerons ce qui nous est dû. L'enjeu est plus vaste que des babioles. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. Les yeux de Holmes étaient sombres. Cela signifie que Clarissa est bien plus impliquée dans cette affaire que son père ne le pense, ou peut-être qu'elle ne le pense elle-même. Nous avons repris notre marche, cette fois en direction de Baker Street, à un rythme plus soutenu. Il ne souhaite manifestement pas contrarier le gouvernement britannique, a-t-il déclaré, mais ils n'ont pas peur de manipuler. Ils ont offert le bouton de manchette non pas comme une offre de paix, mais comme un appât ou une preuve de leur influence. Ils envoient un message à Clarissa, une convocation. Mais dans quel but? C'est ce que nous devons découvrir maintenant, dit Holmes, avant qu'elle ne soit entraînée dans un piège dont elle ne peut échapper. Au petit matin, Holmes avait déjà convoqué l'inspecteur Lestrade dans nos appartements. L'inspecteur arriva à moitié vêtu et irritable, mais il devint de plus en plus attentif, tandis que Holmes racontait la rencontre dans l'écurie. « C'est du chantage politique, » marmonna Lestrade. « Des jeux étrangers sanglants. »« Non, » corrigea Holmes. « Il s'agit d'une guerre politique menée par des moyens personnels. Ils veulent accéder, par l'intermédiaire de Clarissa, à quelque chose ou à quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contacter directement. » Lestrade fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle est impliquée ? Je pense qu'elle est le véhicule par lequel leur message circule, qu'elle le sache ou non. » À ce moment-là, on frappa à la porte. Madame Hudson entra avec une enveloppe. « Encore un, monsieur Holmes. La même écriture que la précédente. » Holmes l'ouvrit, ce fut bref. « Vous avez vu la jumelle. Maintenant, donnez-nous la fille. Pas de nom, pas de signature, pas d'heure indiquée. Seulement ces 6 mots. » Le visage de Holmes restait illisible, mais je vis le léger resserrement de ses doigts autour du papier. « Ça dégénère, » a-t-il. « Dis, ils en ont assez des faux semblants. » Il se tourna vers Lestrade. « Nous devons retourner à Marchmont House immédiatement. Clarissa doit être prévenue et surveillée. Sir Cédric était chez lui à notre arrivée, arpentant le salon visiblement agité. Il avait lui aussi reçu un message, une missive d'une source anonyme affirmant que sa fille était détentrice de secrets d'État et que sa présence à la réception russe à venir déterminerait la suite des événements. Il tendit la lettre à Holmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel secret? Clarissa est innocente de telles choses. Elle n'a jamais eu affaire à des documents officiels. Holmes lut la note et dit doucement « Et pourtant, quelqu'un croit qu'elle détient plus que des souvenirs de son séjour à Saint-Pétersbourg. Savez-vous qui a envoyé ceci? Je soupçonne, répondit Holmes, que cela provenait du même réseau qui détenait votre bouton de manchette. » Le visage de Sir Cédric s'assombrit. « Alors je dois annuler la réception. »« Non, » répondit Holmes fermement. « Agir ainsi reviendrait à suggérer une culpabilité. Nous devons laisser les choses se dérouler, sous étroite surveillance.
Clarissa doit être présente, et vous ne devez faire aucune mention publique de ces lettres, mais elle doit être protégée. Sir Cédric le fixa du regard. Pensez-vous qu'elle soit en danger? Je pense, dit Holmes, qu'elle est la clé pour débloquer un complot plus profond, et ils espèrent qu'elle tombera volontairement dans leur filet. Clarissa était plus calme qu'on n'aurait pu l'imaginer lorsque nous l'avons informée des menaces. Elle écoutait avec un intérêt serein. Holmes lui expliquait les notes interceptées et le bouton de manchette restitué. « Ils veulent m'utiliser, » dit-elle enfin, « mais pourquoi faire ?»« C'est ce que nous avons l'intention de découvrir, » dit Holmes. « Mais je dois vous poser une question difficile, mademoiselle Marchemont. Avez-vous jamais donné quelque chose? Une lettre? Un souvenir à quelqu'un que vous aimiez pendant votre séjour en Russie ?» Clarissa hésita. « Un jour, j'ai donné une photo à un homme qui, je pensais, allait m'épouser. » Holmes hocha la tête. « Et cette photo comportait-elle? » « Une inscription, ou un blason familial. »« Oui, au dos il y avait mon sceau familial et un vers d'un poème de Pouchkine. C'était inoffensif. Mais elle vous a marqué, dit Holmes. Cette photo est peut-être maintenant entre les mains de quelqu'un qui l'utilise pour valider votre identité auprès d'autres personnes. Des personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Ils vous prennent pour un maillon de leur chaîne. Peut-être un maillon dormant, peut-être réticent, mais un maillon qu'ils activent désormais. Ses yeux étaient grands ouverts, mais fixes. « Que veux-tu que je fasse ?» Holmes jeta un coup d'œil à l'estrade. « Vous devez assister à la réception, dit-il. Vous devez faire comme si vous ne saviez rien, comme si ces lettres et ces menaces ne vous étaient jamais parvenues. Mais vous serez surveillé, protégé. Et s'ils prennent contact, vous devrez jouer le jeu, juste le temps que nous puissions voir leur visage. » Clarissa hocha la tête et pour la première fois je vis quelque chose d'acier dans son attitude. « Alors, faisons-les sortir, » dit-elle, « et mettons fin à tout ça. » Holmes se tourna vers la fenêtre où la pâle lumière du matin commençait à percer le brouillard. « La fin, » murmura-t-il, « est peut-être plus proche que nous ne le pensons. » Le lendemain soir, Whitehall scintillait sous l'éclat des lampions et des lanternes des carrosses, le léger claquement des sabots se mêlant aux salutations murmurées et au bruissement des robes sur le marbre poli. Dans le Hall of St. Aldwyn, une grande salle de réception réservée aux cérémonies officielles, le noyau diplomatique londonien s'était réuni sous le couvert de la célébration. Une élégante réception en l'honneur de la délégation russe en visite, organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et les Marchemont. Mais sous les manteaux de velours et les rires au champagne, quelque chose de tendu et de spectral palpitait. Holmes l'avait annoncé l'échiquier des ombres. Et ce soir, les pièces bougeaient. Clarissa Marchemont se tenait près d'une grande fenêtre, vêtue de satin violet et portant un modeste collier de perles, une image de calme malgré les nerfs à vif qui devaient sûrement bouillonner en dessous. Holmes lui avait soigneusement donné des instructions. Observer tout, parler peu et attendre son approche. Chaque aspect de sa présence, son assurance, sa retenue, le bouton de manchette en saphir assorti fixé en broche à son col, était calculé pour attirer la reconnaissance de ceux qui la cherchaient. Holmes lui-même se déplaçait dans la pièce tel un spectre. Il était arrivé tôt, vêtu d'un costume de soirée d'une sobriété irréprochable, l'image même d'un attaché de presse ou d'un dignitaire subalterne. Personne ne le reconnaissait. C'était précisément là le problème. « Ce soir, » m'avait-il dit plus tôt, « on ne chasse pas à la lanterne, Watson. On attend dans le noir et on regarde qui craque une allumette. » Lestrade et 2 agents en civil de Scotland Yard étaient également présents, dispersés parmi les invités, donnant l'impression d'être des employés d'ambassade. Pour ma part, je restais près de Clarissa, jamais trop près pour ressembler à un chaperon, mais suffisamment près pour que mon revolver soit à portée de main en cas de besoin. À 9h30, la délégation russe entra, précédée de murmures, de galons dorés et du scintillement métallique des ordres et des médailles.
Ils étaient 5 au total. 2 bureaucrates d'âge mûr à l'apparence oubliable, un attaché militaire au regard impassible, un homme plus jeune à la mâchoire anguleuse et aux cheveux lisses d'une personne de la haute société, et, enfin, un homme d'un certain âge, en cravate blanche, s'appuyant lourdement sur une canne. C'est ce dernier qui retint l'attention de Holmes. « Belikoff », me murmura Holmes en passant, sa voix à peine audible. Mais il se fera un autre nom ce soir. Le groupe russe se mêla aux autres, lança les platitudes diplomatiques habituelles et commença à flotter dans la salle tel un ruban qui se déroule. Du champagne fut servi. Un quatuor à cordes joua une valse feutrée. Au-dessus, les lustres scintillaient légèrement sous la brise d'une imposte ouverte. 10 minutes se sont écoulées, puis 20 et puis le premier mouvement. Le plus jeune des Russes, celui aux traits mondains et au sourire ironique, s'approcha de Clarissa. Il s'inclina, la salua dans un anglais impeccable et désigna sa broche en saphir. « Je crois avoir déjà vu son jumeau », a-t-il déclaré. Clarissa sourit poliment exactement comme prévu. C'était un cadeau d'il y a longtemps, mais certains cadeaux, je suppose, ne restent pas enfouis. En effet, son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Puis-je vous demander d'où ça vient ?»« Mon père, » dit-elle doucement. « Mais il n'est revenu que récemment. » Le Russe pencha la tête. « Alors peut-être que son compagnon retrouvera bientôt le chemin du retour. » Clarissa hocha légèrement la tête et se détourna sous prétexte de remplir son verre. L'homme ne la suivit pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Holmes, qui m'observait de l'autre côté de la pièce, croisa mon regard et hocha la tête à peine. Je m'approchai de lui en prenant soin de ne pas attirer l'attention. « Eh bien, » murmurai-je. « Une ouverture, » répondit-il, « un test de reconnaissance et une invitation à parlementer. Mais pas ici. Comment savez-vous ? Parce que le véritable pas n'a pas encore été fait. Regarde encore. » Je suivis son regard à travers la salle de réception. Là, près de l'arcade du fond, se tenait le vieux Russe, Belikoff, engagé dans une conversation oisive avec Sir Cédric. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais Holmes avait déjà remarqué le positionnement subtil de sa canne, la légère pression qu'elle exerçait sur l'orteil de Sir Cédric. « C'est un code. »« Voilà, murmura Holmes. « Des prises de pression, du morse, je parie. Et Cédric ne semble pas s'en rendre compte. On se sert de lui. » Nous n'eûmes pas le temps de discuter davantage. Un jeune valet de pied s'approcha de Clarissa, s'inclina et murmura quelque chose que nous ne pûmes entendre. Elle le suivit sans hésiter, vers la terrasse au-delà de la salle de réception. Holmes bougea instantanément. « Watson, suis-la par la gauche. Je prends l'escalier du jardin. » Je me glissai dans le couloir et me dirigeai rapidement vers la porte-fenêtre qui menait à la terrasse en pierre. Elle s'ouvrait sur un petit jardin à la française, encadré de buis et de rosiers. La lune était basse. La brume s'élevait de l'herbe en volutes silencieuses. Clarissa se tenait près de la balustrade, les mains jointes, le menton légèrement relevé. Le gentleman de la haute société russe la précédait à 2 pas. Derrière, à lui se tenait un autre homme, encapuchonné, large d'épaules, silencieux. « Nous sommes venus de loin pour vous rencontrer, Clarissa Sergueïevna, » dit le jeune homme à voix basse. « Vous portez quelque chose qui n'appartient ni à votre père, ni à ce pays, mais à ceux qui vous ont protégé autrefois. » Clarissa ne broncha pas. « Alors parle franchement. Que veux-tu » L'homme sortit un papier plié et le lui tendit. « Ceci, une lettre que ta mère a écrite avant sa mort, cachée, passée de main en main. Elle confirme ta lignée, ton droit à un nom, et le chemin sûr pour rejoindre ceux qui t'attendent. »« J'ai un nom, » répondit Clarissa froidement, « et je ne retournerai nulle part. » L'expression de l'homme s'assombrit. « Alors vous, nous forcez à agir. » À ce moment-là, Holmes émergea de derrière le treillis. « Je vous le déconseille, » dit-il calmement. Le Russe pivota, une main se glissant sous son manteau, mais Holmes avait déjà bougé. En 3 pas rapides, il le rattrape, le désarme et le pousse en arrière dans les bras de son complice surpris. De l'ombre,
Lestrade et ses hommes descendirent avec une efficacité éprouvée. C'était fini en quelques instants. Clarissa resta immobile, les yeux fixés non pas sur les hommes capturés, mais sur le papier tombé sur les dalles. La prétendue lettre. Holmes le récupéra, l'examina au clair de lune et hocha la tête. Un faux, dit-il, mais un faux astucieux. Il aurait suffi à convaincre la fille d'un diplomate qu'elle était bien plus que ce qu'elle pensait, et à l'attirer en exil, où elle aurait pu être utilisée. Lestrade fit ligoter les hommes et les emmener. Holmes offrit son bras à Clarissa et la ramena vers la maison. « Que voulait-il dire par rejoindre ceux qui t'attendent » demanda-t-elle doucement. Il voulait forger un héritage, susciter une fausse loyauté, puis la manipuler. Vous n'étiez pas la cible, vous étiez l'arme. De retour à l'intérieur, Sir Cédric était dans un état d'agitation incrédule. Holmes le rassura avec les quelques détails nécessaires, promettant de lui donner plus d'informations une fois les formalités d'arrestation terminées. Clarissa retourna tranquillement dans sa chambre, sa broche en saphir brillant toujours. À son col, Holmes et moi, debout une fois de plus sur les marches de Whitehall, regardions la Tamise silencieuse. « Tu avais raison, dis-je enfin. Ça n'a jamais été une question de bouton de manchette. »« Non, répondit Holmes. C'était une question d'identité et d'influence. Le bouton de manchette était simplement la clé qui, espérait-il, ouvrirait un esprit. » Il regarda vers l'est, là où le brouillard était le plus épais. L'espionnage, Watson, ne se joue plus seulement avec des codes et des télégrammes. Il se joue avec les lignées, la mémoire et les croyances. Nous quittâmes Whitehall en silence. La brume s'étant épaissie jusqu'à former un nuage bas qui étouffait le vacarme de notre taxi, tandis que nous traversions les rues éclairées au gaz. Holmes était assis à côté de moi, le front plissé par les pensées, le bouton de manchette en saphir retrouvé tournant lentement entre ses doigts. Les événements de la soirée avaient confirmé nombre de ses soupçons, mais pas tous. Restait toujours enfouie dans l'ombre de l'affaire Marchmont la question persistante de comment l'ennemi savait quoi poursuivre, OMS ciblé, et qu'en faire. Grève. Il y a eu une fuite, dit enfin Holmes presque pour lui-même. Quelqu'un au sein de la maisonnée qui a facilité toute l'opération. Pas un simple témoin, mais un intermédiaire. Une main qui a transmis la lettre. Une voix qui a murmuré les nuits, où Clarissa était seule. Un observateur digne de confiance et invisible. J'ai suivi son regard. Tu crois toujours que c'était quelqu'un à l'intérieur de Marchmont House? J'en suis certain, répondit-il. Les Russes ont agi avec trop de précision pour avoir agi par coïncidence. Le message a été envoyé au moment où Clarissa a reçu le bouton de manchette. La fausse lettre a été remise pour intercepter ses mouvements. Et la rencontre sur la terrasse? Elle n'a pas été arrangée au hasard. Non, Watson, un proche de la famille a signalé que le moment était venu. « Et mademoiselle Trott ?» demandai-je. Elle a avoué avoir intercepté la lettre originale. Holmes hocha légèrement la tête. Oui, et pourtant ses aveux étaient trop clairs. Elle a nommé Belikov, mais pas la manière dont la lettre lui est parvenue. Elle a admis l'avoir brûlée, mais pas qui la lui a transmise. Et plus encore, Watson, elle n'a jamais exprimé sa surprise devant son contenu, comme si elle savait à quoi s'attendre. Alors vous la soupçonnez d'avoir participé activement. C'est possible. Mais il est temps de vérifier ce soupçon. Nous sommes retournés à Baker Street et avons attendu le matin. Holmes a ordonné à Lestrade de garder les 2 Russes capturés en détention discrète. Pas de presse, pas de théâtre politique, a-t-il conseillé. Nous n'avons pas fini de démêler le fil. À 10 heures, nous étions de retour à Marchmont House. Sir Cédric nous accueillit dans son bureau, pâle mais serein. Il n'avait pas encore informé Clarissa de toutes les implications de la confrontation de la nuit, ni interrogé Eliza Trott plus en détail. Holmes demanda que les 2 femmes soient disponibles, séparément, pour une brève conversation. « Je vous assure, » dit Sir Cédric d'un ton sombre, « si un membre de ma maison a trahi ma fille ou mon pays, il ne restera pas un instant de plus sous mon toit. » « Procédons avec prudence, » répondit Holmes.
La toile est fragile, et la panique ne fera qu'obscurcir le motif. Nous avons commencé avec Miss Trott. Elle entra dans le bureau, vêtue modestement, comme toujours. Sa robe de laine marron impeccablement repassée, les mains jointes. Mais je remarquai un léger tremblement dans sa manche gauche, non pas dû au froid, mais à la retenue. Holmes ne se leva pas pour la saluer. Il lui fit signe de s'asseoir, puis déposa le bouton de manchette retrouvé sur le bureau, entre eux. « Tu as déjà vu ça ?» dit-il doucement. Mademoiselle Trott y jeta un coup d'œil. « Bien sûr, Sir Cédric me l'a montré. »« Mais tu as vu son jumeau en premier ?» Elle cligna des yeux. Holmes se pencha en avant. « Le message que vous avez détruit, vous prétendiez qu'il était arrivé par la poste de l'après-midi. Mais personne chez les Marchmont ne se souvient d'avoir reçu un coursier ce jour-là. Ni Hobbs, ni la femme de ménage, ni Clarissa elle-même. Il a été laissé à la réception. « Toi, dit-elle rapidement. Il n'y a pas de réception. Ce n'est pas une ambassade, c'est une maison privée. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Vous n'êtes pas une servante au sens traditionnel du terme, mademoiselle Trott, » dit-il. « Vous n'êtes ni sous-payée, ni surmenée, ni négligée. Vous êtes en réalité une ancienne gouvernante ayant suivi une formation en français et en russe. Vous parlez couramment 3 dialectes. Et vos références que j'ai obtenues ce matin sont falsifiées. » Le silence tomba. Sa voix, quand elle arrivait, était plus basse. « Tu n'avais pas le droit. »« J'avais cause, » exclama Holmes. « Vous avez été placé dans cette maison pour observer Clarissa. Non pas pour la protéger comme vous le prétendiez, mais pour Gérerel. Et quand le signal est venu, quand les Russes ont décidé qu'il était temps, vous avez servi d'agent. »« Non, » s'écria-t-elle soudain. « Tu ne comprends pas. » Holmes se retourna vers elle. « Alors aidez-moi à comprendre, mademoiselle Trott. Pour qui travaillez-vous » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais je remarquai, comme Holmes, qu'elles étaient produites avec une maîtrise remarquable. « J'ai été envoyé, » dit-elle d'une voix rauque, non pas par la Russie, mais par la famille de sa mère, réelle famille. « Tu veux dire les Barinova ?» Elle hocha lentement la tête. « Ils m'ont placé dans la vie de Clarissa alors qu'elle était encore enfant. Mon rôle n'a jamais été d'interférer, seulement de veiller à sa sécurité. Mais ensuite, Belikov nous a trouvés. Et il savait. Il toujours savait. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Il t'a menacé. »« Oui. Il a dit que si je ne facilitais pas la livraison de la fausse lettre, si je n'ouvrais pas la voie à leur agent, il révélerait tout. La véritable mère de Clarissa. La liaison, l'héritage secret, la réputation de Sir Cédric serait ruinée. L'avenir de Clarissa détruit. Et tu l'as cru, je avais tort. Clarissa est comme une fille pour moi. » Holmes fit lentement le tour du bureau. « Et pourtant vous avez allumé l'allumette, vous avez menti, vous avez arrangé le rendez-vous. » Mademoiselle Trott baissa la tête. « Je pensais pouvoir le contrôler, qu'en restant à proximité, je pourrais l'arrêter avant qu'il ne se produise quelque chose. » Holmes resta silencieux un long moment. Puis il se tourna vers moi. « Watson, va chercher Sir Cédric. » La confrontation qui s'ensuivit fut une tempête silencieuse. Sir Cédric écouta la confession d'Elisa dans un silence de plomb. Son visage exprimait celui d'un homme observant non seulement une servante tombée en disgrâce, mais un compagnon de confiance, une voix familière au coin du feu, désormais révélée comme une sentinelle dans une guerre différente. Quand elle eut terminé, il la congédia d'une main tremblante. Elle partit sans discuter. « Je lui faisais confiance, » dit-il doucement, « depuis que Clarissa avait 10 ans. Elle croyait la protéger, » dit Holmes, « mais au final, le secret est un bouclier fragile. Une fois que Belikov l'a trouvé, elle n'a plus eu le choix. » Sir Cédric était assis lourdement dans le fauteuil à côté du foyer. « Je suppose, » murmura-t-il, « qu'il y a encore quelque chose que je dois dire à Clarissa maintenant, à propos de sa mère, à propos de ce qui s'est réellement passé à Saint-Pétersbourg. Elle est plus forte que tu ne le penses, » dit Holmes. « La nuit dernière l'a prouvé. » Sir Cédric leva les yeux. « Et les Russes »
2 sont en détention, répondit Holmes, mais d'autres pourraient rester. L'important est qu'ils ne croient plus que Clarissa est à leur portée. Vous devez la garder près de vous. Laissez-la se définir, non par sa lignée, mais par sa loyauté. Il marqua une pause, puis ajouta « Et ne brûlez plus de lettres. Nous sommes retournés à Baker Street cet après-midi-là, tous deux inhabituellement silencieux. Le brouillard s'était levé, et le ciel de Londres était d'un bleu pâle et vif, celui qui évoque le souffle de l'hiver sans offrir de chaleur. Holmes sortit son violon de son étui, mais ne joua pas. Il examina plutôt les 2 boutons de manchette en saphir, désormais réunis dans une petite vitrine sur la cheminée. Ils étaient censés témoigner de leur loyauté, dit-il doucement. L'un a une patrie, l'autre a une fille. Mais, au final, aucun des 2 ne signifiait ce que leur créateur voulait. J'ai versé 2 verres de cognac. Que vas-tu faire avec eux? Rendez-les, dit-il. À Sir Cédric. Pas pour lui, mais pour Clarissa. Elle doit décider si elle se les garde ou si elle les rejette. Il prit le verre que je lui offrais et le leva légèrement. Aux secrets qui restent enfouis, a-t-il dit, j'ai fait teinter le mien contre le sien, et à ceux qui voient enfin la lumière. Les jours qui suivirent furent en apparence calmes. Les Russes détenus lors de l'incident de Whitehall furent rapatriés sous le sceau du silence diplomatique, leur implication étant officiellement niée par le ministère des Affaires étrangères et la légation du tsar. Sir Cédric Marchmont se retira temporairement de la vie publique, invoquant une question de santé privée, tandis que Clarissa se retira à la campagne, escortée par son père jusqu'au domaine familial du Surrey. Le nom des Marchmont avait survécu, légèrement terni par la rumeur, mais pas aux yeux du public. Mais pour Holmes, l'affaire n'était pas close. Je l'observais dans sa façon de se déplacer dans nos appartements de Baker Street, agité, non pas avec l'énergie frénétique qui accompagnait ses distractions habituelles, mais avec une tension étudiée. Son violon restait intact sur la table, sa partition non ouverte. Il ne fumait pas excessivement, et ne disparaissait pas pendant des heures, comme il le faisait parfois après avoir résolu une affaire importante. Au lieu de cela, il restait assis en silence, les doigts croisés sous le menton, fixant non pas le feu mais le bord de l'âtre comme s'il essayait de voir à travers. « Holmes, dis-je un soir en posant mes carnets médicaux, qu'est-ce qui vous inquiète? Le réseau d'espionnage a été démantelé. Mademoiselle Marchmont est saine et sauve. Le rôle d'Eliza Trott est élucidé. Que reste-t-il » Il n'a pas répondu immédiatement. Finalement, dit-il, « Il y a une question que je ne peux pas supporter, Watson, et c'est la question qui se trouve au cœur de tout mystère vraiment dangereux. Lequel est? Qui savait quoi avant? De prétendre le savoir? » Je posais mon verre. « Tu crois que quelqu'un a anticipé l'action des Russes? Quelqu'un de la maison, oui, mais pas seulement mademoiselle Trott. Sa trahison est connue. Ce qui me trouble, Watson, c'est que Sir Cédric Marchmont n'a pas semblé surpris par sa confession. » Je le fixai du regard. « Mais il était sûrement... » « Non, répondit Holmes. Il était blessé. C'est autre chose. La surprise est une brusque inspiration, un effondrement de la certitude, l'orgueil blessé. Cela suggère une trahison longtemps soupçonnée et peut-être tolérée. Vous pensez que Sir Cédric était complice? Holmes secoua la tête. Non, pas dans l'intrigue elle-même, mais je crois qu'il connaissait les origines d'Eliza et qu'il la gardait près de lui malgré tout. Ce qui signifie qu'il connaissait aussi la lignée de Clarissa. Mais pourquoi le cacher? Parce que les secrets du sang et de la loyauté sont monnaie courante dans les cercles diplomatiques. Sir Cédric a caché la vérité sur la mère de Clarissa, sur les boutons de manchette et peut-être sur autre chose. Il craignait que quelque chose ne revienne à la surface. Holmes se leva brusquement et se dirigea vers son bureau. Il prit un parchemin plié et me le tendit. « Ceci est arrivé hier par courrier privé. J'ai pris la page et l'ai lu lentement. L'écriture était élégante, penchée, russe. L'encre était bleu pâle, le sceau une légère empreinte d'aigle à 2 têtes. Le message, cependant, était court. Votre lettre était inutile. L'héritier était déjà désigné. Il n'y avait ni nom ni signature, seul un symbole dessiné en bas.
un triangle flanqué de 2 ovales. Holmes m'observait attentivement. Ce symbole, Watson, était autrefois utilisé par le protecteur, une branche marginale de l'Okhrana, agent dévoué à la préservation des lignées de l'aristocratie exilée. Vous pensez que Clarissa a été ciblée non seulement pour manipulation, mais aussi à cause de qui elle était. Était? Oui, mais ce message change la nature de l'affaire. Il suggère qu'elle était marquée bien avant la perte du bouton de manchette et que quelqu'un avait mis en garde les Russes, quelqu'un de notre côté. J'ai ressenti tout le frisson de cette implication. Tu dis que quelqu'un des services de renseignement britanniques, ils ont divulgué l'information, puis ont essayé de protéger Clarissa une fois qu'ils ont réalisé que les Russes s'approchaient trop près. Holmes se retourna vers le feu. « Je dis, murmura-t-il, qu'il nous manque un joueur. » Le lendemain matin, Holmes et moi avons rendu une visite impromptue à Scotland Yard. Lestrade nous reçut avec la désapprobation cinglante d'un homme habitué aux surprises, mais jamais vraiment friand d'elle. Il accorda néanmoins à Holmes une audience privée dans son bureau. Holmes n'a pas perdu de temps. Lestrade qui a géré l'autorisation diplomatique pour la libération de Belikov, Lestrade cligna des yeux. « Que voulez-vous dire ? Le ministère de l'Intérieur est intervenu, bien sûr. Un relais politique classique. Il ne voulait pas de scandale. »« Des noms, Lestrade. »« Qui ?» Signait l'ordre, l'inspecteur hésita. Puis il fouilla dans son tiroir et en sortit un dossier. Holmes le saisit, le feuilleta et en sortit un mémorandum. Il le lut une première fois, puis plus lentement. « Le voici, dit-il. Sir Dunstan Folwell. » Je fronçai les sourcils. « Qui est-ce ?»« Un agent de liaison de carrière au ministère de l'Intérieur, » répondit Holmes. « Il a géré la diplomatie clandestine avec la légation ottomane pendant l'affaire chypriote. Connu pour sa discrétion et ses liens d'amitié avec certains, nobles russes en exil. » Holmes a plié le papier. « Venez, Watson. Nous devons rendre visite au ministère des Affaires étrangères, mais pas en tant qu'invités. Plus tard dans l'après-midi, sous prétexte de rendre le dossier diplomatique, de Marchmont, Holmes et moi avons pu accéder au service des archives du ministère des Affaires étrangères. Nous avons été accueillis par un employé pressé, M. Phipps, dont la loyauté envers la procédure n'avait d'égal que sa mémoire courte pour les demandes obscures. « Les dossiers de Sir Dunstan ?» demanda Holmes d'un ton désinvolte. « Nous pensons qu'ils contiennent des références à un code d'identification manquant. »« Ah oui, monsieur, » dit Phipps en fouillant dans une armoire. « Il y avait un paquet en provenance de Saint-Pétersbourg, classé sous douane, je crois. Nous y voilà. » Il tendit à Holmes un folio scellé. Holmes le remercia et attendit que nous soyons seuls à la table de lecture. À l'intérieur se trouvaient plusieurs communiqués décolorés, la plupart inoffensifs, jusqu'à ce que Holmes atteigne une enveloppe pliée portant les armoiries de la famille Marchmont. « Watson, » dit-il en l'étalant. « Regarde. » L'enveloppe contenait la transcription d'une lettre datée de 1882, adressée à Sir Cédric Marchmont par Sir Dunstan Folwell. Elle concernait une attachée russe nommée Anna Barinova. La lettre reconnaissait que Barinova était décédée dans des circonstances obscures, laissant derrière elle une fille née sous protection britannique. Elle m'a été confiée. Je disais la lettre, et je l'ai élevée sous le nom de Marchmont. Mais je crains qu'à mesure qu'elle grandit, la vérité sur son sang n'entraîne des conséquences imprévisibles. Holmes posa doucement la lettre sur la table. « Sir Dunstan, je le savais, dit-il, et j'ose dire qu'il a utilisé cette connaissance pour parvenir à ses fins. Garder secrète l'identité de Clarissa, tout en entretenant des liens avec des exilés russes prêts à payer cher pour l'apprendre. Double jeu, dis-je doucement. Et le bouton de manchette manquant ? Demandai-je. Holmes tapota la dernière page du folio. Voilà, dit-il. Un mot de la main de Sir Dunstan. Ramenez le second à Marchmont sous couvert de perte. La jeune fille doit rester inconsciente. Mon souffle s'est arrêté. Il a orchestré le vol complet ? Non, répondit Holmes. Il autorisé, il a révélé
À l'emplacement du bouton de manchette à Belikov, sachant qu'ils allaient agir, mais espérant intervenir juste à temps. Un risque calculé. Une démonstration de contrôle. Et le risque a échoué. Exactement. Et maintenant, il a disparu. Le dernier fil a glissé de la bobine. Holmes a plié la lettre et a remis les documents. « Nous devons rendre cela discrètement, dit-il. Personne ne poursuivra un homme détenant les secrets de Sir Dunstan. Mais au moins, nous comprenons maintenant qui a fabriqué ce piège. » Alors que nous sortions dans le crépuscule froid, Holmes s'arrêta près des portes du ministère des Affaires étrangères. « Watson, dit-il lentement, dans chaque cas, il arrive un moment où la déduction doit s'incliner devant la vérité, crue, humaine, inconfortable. Il ne s'agissait pas seulement d'espionnage ou d'héritage. Il s'agissait d'une jeune femme élevée dans le mensonge, et des hommes qui croyaient que son identité leur appartenait. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, elle est libérée d'eux, dit Holmes, mais elle ne doit jamais savoir à quel point elle a failli devenir un pion. » Il marqua une pause, puis ajouta presque pour lui-même, « Et c'est peut-être là la forme la plus vraie de victoire. » L'air londonien se rafraîchit à mesure que novembre avançait, attirant le brouillard dans les ruelles et plongeant la Tamise dans un silence morne. La semaine suivant notre découverte de l'implication de Sir Dunstan Folwell, Holmes refusa toute nouvelle affaire. Les lettres s'accumulaient sur notre bureau, les télégrammes de clients inquiets restaient sans réponse, et même Madame Hudson remarqua son immobilité. Non pas celle frénétique du calcul, mais une immobilité profonde et intérieure. Il se déplaçait comme un homme lisant le dernier chapitre d'un livre qu'il ne souhaitait plus terminer. Un après-midi, alors qu'un vent froid faisait vibrer les vitres de Baker Street, je le trouvai dans le salon assis en tailleur dans le fauteuil, les deux boutons de manchette en saphir disposés devant lui comme des reliques sur un reliquaire. Le feu crépitait doucement, projetant des reflets dorés et bleus sur ses longs doigts. « Ce n'étaient pas que des ornements, » murmura-t-il à mon entrée. « C'étaient des miroirs. » Je me suis installé sur la chaise en face de lui. « Tu veux dire qu'ils ont révélé quelque chose ?» Plus encore, elles reflétaient. L'une le monde, l'autre l'intérieur. Et toutes deux furent mal interprétées, délibérément, dans certains cas. Il n'a pas levé les yeux. Nous parlons si souvent d'identité comme si elle était figée, un fait, un nom, une lignée. Mais c'est une fiction, Watson, un agencement d'impressions que d'autres utilisent pour nous définir. Clarissa Marchmont a passé sa vie sous un nom choisi pour elle, élevée dans un univers de demi-vérité. À la mort de sa mère, Sir Cédric lui a façonné une identité pour vivre en sécurité. Mais ce faisant, il lui a refusé le droit, c'est de choisir son propre reflet. Je n'ai rien dit, sentant qu'il avait plus à dire. Et puis, t'as poursuivi Holmes, les Russes sont arrivés porteurs de mensonges déguisés en révélations. Ils ont tenté de remplacer une fiction par une autre, de la fille d'un diplomate à un pion de l'héritage, mais aucun des deux camps n'a tenu compte de ce qui se passait, la vraie personne, sa propre volonté. J'ai hoché lentement la tête. Elle a choisi de rester celle qu'elle avait toujours cru être. Holmes m'a finalement regardé. Elle a choisi pas devenir la vision d'elle-même que quelqu'un d'autre se faisait, soit la descendante orpheline d'une lignée exilée, soit une figure sentimentale coincée entre deux frontières. Elle s'est éloignée de ces deux versions. Cela, mon cher Watson, exige plus de courage que n'importe quelle épée ou sens politique. Il y eut une longue pause, pendant laquelle nous regardions tous les deux les flammes se tordre. « Est-ce que tu lui diras un jour ?» demandai-je doucement. Il secoua la tête. « Non. Savoir cela ne changerait rien si ce n'est la blesser. Les choix de Sir Cédric étaient mal avisés, mais son intention était claire, et maintenant elle est libérée des forces qui l'encerclaient. Autrefois comme des loups, c'est la seule issue qui compte. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, où une lumière grise baignait les toits de Marylebone. Il resta là quelques instants avant de poursuivre. Sir Dunstan est parti, disparu dans les limbes du secret diplomatique.
Lestrade m'a dit qu'il n'y aurait pas d'enquête, pas de scandale. Le dossier est marqué clôturé par accord. Et les boutons de manchette? Holmes se retourna. Ils seront rendus à Clarissa comme des bijoux, rien de plus. Leur message a déjà été lu et annulé. Il se pencha et les remit soigneusement dans une boîte doublée de velours. 2 pierres polies, dit-il. Autrefois gravées de secrets, aujourd'hui silencieuses. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était Madame Hudson portant un plateau en argent et une simple carte de visite. « Pour vous, Monsieur Holmes », remis en main propre. Sans message. Holmes prit la carte. Elle était vierge, à l'exception d'un seul emblème imprimé. Le même triangle flanqué de 2 ovales que nous avions vus sur la lettre signée par le protecteur. « Ah », murmura-t-il, « une dernière révérence. » Il le glissa dans la poche de son gilet sans faire de commentaire. « Un autre avertissement » demandai-je. « Non », répondit-il. « Un accusé de réception. La partie est terminée. Leur dame n'a pas bougé et leur fou a fui l'échiquier. Ils trouveront bientôt une autre correspondance. » Je fronçai les sourcils. Mais n'est-ce pas là le risque? Que tout recommence, avec un autre héritier, un autre ensemble de symboles. Holmes se retourna à sa chaise et croisa les mains. Bien sûr que oui, c'est toujours le cas. Mais tant qu'il y aura des gens qui refusent de se laisser définir par le sang ou l'intrigue, la stratégie échouera. Toute manipulation s'effondre lorsque la victime visée refuse de jouer le rôle qui lui est destiné. Il se releva et se dirigea vers son bureau. Du tiroir inférieur, il sortit une enveloppe scellée, la transcription originale de la lettre de 1882 de Sir Cédric à Sir Johnston. Il la tint au-dessus de la flamme de la cheminée jusqu'à ce qu'elle se transforme en pétales noirs et tombe en cendres. Il y a des vérités, Watson, qui ne doivent jamais survivre aux personnes qu'elles mettent en danger. Ce soir-là, nous dînâmes en silence, chacun plongé dans ses réflexions. Holmes, fait inhabituel, refusa son journal du soir et son violon. À la place, il sortit un ouvrage à la reliure de cuir abîmé, un recueil d'essais de Marc Aurèle, et lut tranquillement au coin du feu. Avant de me retourner, je me suis arrêté sur le pas de la porte et je l'ai regardé. Vous avez souvent dit, Holmes, que le monde est un puzzle fait de motivations humaines. Oui. Et tu penses que nous avons résolu ce problème? Il n'a pas levé les yeux. Nous avons résolu la partie qui pouvait l'être. Quant au reste, la part qui réside dans la mémoire, l'identité, les secrets enfouis pour se protéger, ce n'est pas à nous de le résoudre. C'est à Clarissa de le résoudre. Il ferma doucement le livre. Et je crois qu'elle a déjà commencé. 3 semaines plus tard, un petit colis arriva du Surrey. Il était adressé à Monsieur Sherlock Holmes et au docteur John Watson, Baker Street. À l'intérieur se trouvait un simple mot, écrit de la main gracieuse de Clarissa. J'ai choisi de ne porter aucun bouton de manchette. Ils resteront dans le bureau de mon père à côté du portrait de ma mère. Que le passé repose avec ceux qui l'ont vécu. Je choisis le présent et mon propre nom. Avec ma plus profonde gratitude, Clarissa. Holmes garda la lettre en silence, puis la glissa dans un tiroir à côté de son bureau, où je savais qu'elle resterait, non lue à nouveau, mais jamais jetée. Dehors, le brouillard est revenu, silencieux, vigilant et éternel. Mais dans nos chambres de Baker Street, les dernières braises de l'affaire brillaient doucement, ne projetant aucune ombre. Bien que l'affaire du bouton de manchette en saphir fût close dans tous ses aspects visibles, je connaissais suffisamment Sherlock Holmes pour déceler le courant de pensée persistante qui occupait son esprit. Il n'avouait jamais ouvertement son mécontentement, mais il y en avait des signes, légers mais indéniables pour l'observateur averti. Il s'arrêtait plus longtemps que d'habitude devant son thé matinal, oubliait d'accorder correctement son violon avant de jouer, ou s'égarait dans la conversation comme un homme arpentant un couloir bordé de portes à moitié closes. C'est ainsi que par un après-midi glacial de début décembre, Holmes m'appela à mon bureau avec une expression particulière, une expression que je n'avais vue que 2 fois auparavant,
une fois après la conclusion de l'affaire Bruce Partington et une autre fois après le dénouement de l'affaire Milverton. C'était un regard d'immobilité sévère, ni de triomphe ni de déception, mais clarté. « Watson, dit-il, il reste une dernière étape à franchir dans cette affaire, et elle ne mène ni à un indice, ni à un criminel, ni même à une question, mais elle pourrait mener à la vérité. »« Tu crois qu'il reste quelque chose de caché ?» demandai-je. « Pas caché, » répondit-il en se levant. « Oublié, et pas par hasard. » Sans plus de détails, il prit sa cape d'Inverness, ses gants et sa canne. Il était un peu plus de 3 heures lorsque nous quittâmes Baker Street, le soleil bas dessinant de longues lames dorées sur les grilles de Dorset Square. Holmes resta silencieux pendant que nous marchions, mais sa direction était délibérée. Nous sommes arrivés, à ma douce surprise, non pas à une résidence ou au ministère des Affaires étrangères, mais à la porte ouest de cimetière de Pau. Brompton Pointe le givre sur les pierres tombales brillait comme du sucre glace, et l'air était si calme que même les corbeaux s'étaient tus. Holmes me conduisit le long de l'avenue principale, puis s'engagea dans un chemin plus calme, bordé de parcelles familiales clôturées de fer et d'anges en marbre moussu. Je le suivis jusqu'à une modeste pierre tombale, en granit, sans ornement, à l'exception d'un nom que je reconnus immédiatement. Anna Barinova Marchmont, 1855-1884. Elle a marché entre les empires avec grâce. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Je ne savais pas qu'elle avait une tombe marquée, dis-je enfin. Holmes hocha la tête. Sir Cédric non plus, jusqu'à récemment. Il l'a placée ici? Oui, juste après le départ de Clarissa pour le Surrey. Il est venu seul, sans cérémonie, sans prêtre. Il a demandé au jardinier d'installer la pierre discrètement. Je l'ai appris par une connaissance commune au ministère qui a respecté l'ordre de travail. Ça, tu vois. Holmes retira son chapeau et resta immobile, le visage indéchiffrable. Elle a été enterrée sans nom, a-t-il dit, sans que sa fille sache qui elle était. Toutes ces années, Clarissa est passée devant ce cimetière sans se rendre compte qu'une partie de ses origines reposait ici, silencieuse et méconnue. « Pourquoi m'amener ici maintenant ?» demandai-je doucement. « Parce que c'est la vérité ultime, » dit Holmes. « Ni celle écrite en lettres ou en code, ni celle de l'espionnage, ni celle des boutons de manchette, ni même celle de la trahison des agents. Mais c'est une femme qui a franchi les frontières non par politique, mais par amour, qui a donné sa vie en enfantant et a été enterrée dans l'anonymat pour protéger un enfant des ennemis de son passé. Il s'accroupit près de la pierre tombale, enleva une tache de givre avec sa main gantée, puis se releva. « Watson, savez-vous, pourquoi les boutons de manchette portaient ce chiffre? Pourquoi la gravure de l'aigle à 2 têtes était si soigneusement gravée sur les deux? Pour servir de signal ?» Holmes hocha la tête. « Oui, mais la gravure sur le bouton de manchette de Clarissa, celui qu'elle était censée porter, comportait une seule différence microscopique, la direction de l'œil gauche de l'aigle. » Je fronçai les sourcils. « Ça me paraît trop subtil. Pas pour ceux qui savent tout regarder. Le regard vers la gauche signifiait protection, le regard vers la droite, possession. C'était un code dans un code. » Il s'arrêta. Anna Barinova en a donné un à Clarissa, non pas pour la marquer comme un pion, mais pour la protéger du fait qu'elle en soit un. J'ai senti un souffle silencieux quitter mes poumons. Ainsi la mère a protégé sa fille, même après sa mort. Exactement. Holmes se détourna alors de la tombe et se dirigea lentement vers les grilles. Je le suivis. Le silence du cimetière, nous enveloppant comme un voile. Alors que nous passions devant un petit banc en fer, il s'arrêta de nouveau. « Je crois, dit-il, que Clarissa ne viendra jamais ici. Et c'est peut-être normal. Tu veux dire parce que la vérité ne ferait que rouvrir la plaie? Non, dit-il, parce que sa mère a fait un choix, non pas d'être reconnue, mais d'être oubliée. C'était la protection ultime. Et Clarissa, en choisissant son nom et son avenir, honore cela plus que 1000 éloges. Nous sommes sortis des grilles juste au moment
où les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Les rues de Londres, ternes et grises, avaient commencé à changer. Les traces de pas s'atténuaient, les lampadaires auréolés de flocons de neige. Holmes a hélé un taxi et nous sommes retournés à Baker Street dans un silence pensif. Soir-là, tandis que Madame Hudson apportait une théière et une assiette de scones, Holmes s'assit devant le feu avec un contentement tranquille que je n'avais pas vu depuis le début de l'affaire. Il a soulevé sa tasse de thé. Au méconnu. « Sature, a-t-il dit, à ceux qui préfèrent le silence à l'héritage. J'ai élevé le mien en retour, et au détective qui sait quand arrêter de chercher. » Il sourit faiblement à cela. Même l'objectif le plus précis, Watson, doit parfois être abaissé. Une lettre est arrivée le lendemain matin. Il ne portait aucune signature, seulement un seau de cire, non pas aux armoiries de Marchmont, mais à une violette pressée dans le papier, préservée entre des parchemins. À l'intérieur, écrite d'une écriture que nous connaissions désormais bien, se trouvaient seulement 3 lignes. J'ai laissé derrière moi les noms que je n'ai jamais choisis. Je marche maintenant avec les miens. Ne le dites à personne. Holmes le plia et le plaça à côté du premier mot de Clarissa. Elle sera en sécurité, a-t-il dit. Il prit alors son violon et joua, non pas un de ces passages turbulents de Paganini, mais une mélodie douce et simple, pas plus de 5 ou 6 notes répétées doucement comme une berceuse. Le feu vacillait, et je retournai à ma chaise, un stylo à la main, essayant de mettre des mots sur l'affaire, mais sans temps. Comme toujours avec Holmes, que quelque chose d'essentiel échapperait à la description. Dehors, la ville s'assombrit, mais à l'intérieur, pour une fois, tout était calme. Les dernières neiges de décembre arrivèrent discrètement, sans annonciateur ni tonnerre. Londres, dans son silence hivernal, se transforma en un lieu d'un calme digne d'une cathédrale. La fumée s'échappait plus lentement des cheminées. Les pas devinrent des rituels feutrés. Et malgré tout, Baker Street demeurait enveloppé de ses rythmes habituels. Le tintement de la vaisselle de Madame Hudson, le bruissement des journaux, le craquement occasionnel de la chaise de Holmes lorsqu'il se déplaçait pour examiner une monographie sous un éclairage plus intense. L'affaire du bouton de manchette en saphir, bien que non relayée par la presse et jamais officiellement archivée dans les registres de la police, restait gravée dans ma mémoire. Ses aspects étaient plus délicats et complexes que ceux de toutes les affaires que j'avais enregistrées jusqu'alors. Contrairement à d'autres enquêtes, où le crime évoluait vers les aveux et la justice vers un crescendo final, cette affaire s'était résolue non pas par une arrestation ou un triomphe public, mais par le maintien du silence. Elle n'était pas passée à la notoriété, mais à une dignité tranquille. À cette époque, je pensais souvent à Clarissa Marchmont. Elle avait choisi une vie exempte d'héritage politique. Elle avait abandonné les sociétés secrètes, les affiliations oubliées, et même les symboles qui avaient failli changer son avenir. Et, fait peut-être plus remarquable encore, elle l'avait fait sans amertume. Un matin, alors que Holmes et moi étions assis l'un en face de l'autre, lui lisant Tacite, moi parcourant mes notes, j'ai exprimé à haute voix la question qui se posait depuis des jours. « Holmes, ai-je demandé, est-ce que tu te sens parfois hanté ?» Il leva les yeux de son livre, pas surpris. Par les morts? Non, par les vivants qui auraient pu être. Holmes plia le coin de la page, mit le livre de côté et se pencha en arrière. « Vous faites référence à Miss Marchmont, en sa partie, mais aussi à Folwell et à Trott, même à Belikoff à sa manière. Chacun a joué son rôle dans cette affaire avec conviction, certes imparfaite, mais non dénuée de logique. Et pourtant, leurs vies sont maintenant éparpillées, derrière nous comme des pièces d'échecs. » Holmes m'observa un instant, puis se dirigea vers l'âtre. Il attisa le feu avec un tisonnier en métal, provoquant une brève cascade d'étincelles. « Vous confondez résolution et abandon, Watson. Ce n'est pas que nous oublions ces gens, c'est que nous les laissons à leur place, derrière le rideau,
pas sur scène. Il s'est retourné vers moi, son expression inhabituellement adoucie. L'erreur que commettent souvent les hommes, surtout ceux qui écrivent des mémoires, ajouta-t-il avec un regard ironique, est de croire que chaque personnage d'une histoire doit être suivi jusqu'au bout. Mais la vie résiste à une telle architecture. Parfois, les actes les plus significatifs sont ceux qui disparaissent. Je posai mon stylo, calmement châtié, mais pas mécontent. Et pourtant, dis-je, il y a quelque chose d'incomplet sans le bruit familier des menottes ou du marteau du juge. Il n'y avait pas de salle d'audience, pas d'aveu. Holmes sourit, faiblement. « Ah, Watson, mais il y a eu un jugement, mais pas de notre part. Il s'est dirigé vers le buffet et a versé 2 tasses de thé. Le jugement appartenait à Clarissa, dit-il. Elle s'est jugée elle-même, et en refusant de devenir ce que les autres attendaient, la fille d'un empire, le pion des exilés, la proie des conspirateurs, elle a mis fin à l'affaire. Il m'a tendu une tasse. J'ai souvent dit, et je le maintiens toujours, a-t-il poursuivi, que la détection est une science. Mais là, c'était quelque chose de plus subtil. Il ne s'agissait pas d'un vol de biens ou de personnes disparues, mais d'une usurpation d'identité. Et pour la restituer, nous n'avions pas besoin de tout dévoiler. Il suffisait de lui permettre de se voir clairement. J'ai hoché lentement la tête. C'est peut-être la forme de justice la plus rare. Holmes regarda vers la fenêtre, où la neige tombait maintenant en nappes régulières. « Je me demande parfois, dit-il, combien de vies sont vécues selon ce que les autres pensent de nous. Les agents russes y ont vu un symbole. Sir Cédric y a vu un héritage à cacher. Mademoiselle Trott y a vu un devoir hérité. Mais Clarissa, elle, a vu clair dans tout cela. Elle a vu une issue, dis-je. Non, corrigea Holmes. Elle a vu un moyen en elle-même. On a frappé à la porte. Madame Hudson entra portant un petit paquet marron. Je viens d'arriver, monsieur Holmes. Pas de cachet de la poste. Apporté en main propre. Holmes l'accepta et le posa sur la table. Il était léger, enveloppé dans une toile cirée et ficelée. Il l'ouvrit lentement avec précaution. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis relié en cuir, sans particularité, à l'exception de l'inscription à l'intérieur de la couverture, pour H. En remerciement de m'avoir permis de trouver ma propre histoire. CM sous l'inscription se trouvaient plusieurs dessins à l'encre, précis, gracieux, sans prétention. Un portail enveloppé de brouillard, les boutons de manchette en saphir sur du velours, une jeune femme se regardant dans un miroir, mais au lieu d'un reflet, elle vit une boussole. Holmes ferma le livre et posa sa paume sur la couverture. « Elle est partie, dit-il doucement. « Partie où? Vers un endroit où elle peut être personne, et donc finalement ce. » Il se leva et remit le livre sur son étagère, un espace privé, derrière une pile de revues de chimie allemande, où il conservait très peu d'effets personnels. Je savais qu'il ne montrerait plus jamais le carnet de croquis, pas parce que c'était sentimental, mais parce que c'était le sien. Ce soir-là, Holmes et moi dînâmes chez Simpsons sur le Strand. C'était un endroit que nous fréquentions souvent après des affaires complexes, non pas pour le plaisir, mais pour le confort de ses rituels. Le chariot à découper, les nappes blanches, le murmure des clients respectables, tout contribuait à rétablir une sorte d'ordre dans nos esprits. Alors que nous étions assis autour d'un café, je lui ai demandé « Était-ce l'un de vos cas les plus difficiles ?» Holmes sirotait lentement. « Non, dit-il, c'était l'un des plus silencieux, ce qui le rendait le plus dangereux. Et tu crois qu'il va revenir? Le réseau? Le protecteur? » Il réfléchit un instant. « Bien sûr, ces organisations ne meurent pas, elles battent en retraite, recalibrent. Attendez. Mais elles ont échoué cette fois-ci, non pas parce que nous étions plus intelligents ou plus rapides, mais parce que l'esprit humain qu'elles cherchaient à exploiter refusait d'être contenu. » Et il posa sa tasse. « En fin de compte, la vérité est la suivante, Watson. Même le complot le plus complexe, la tromperie la plus astucieuse, sont impuissants contre une personne qui refuse de jouer le jeu. Nous nous sommes levés, avons rassemblé nos manteaux et sommes retournés dans la nuit londonienne.
La ville respirait sous son manteau de neige, stable, froide, éternelle. Alors que nous marchions, Holmes alluma une cigarette et leva les yeux vers le ciel sans lune. « C'est étrange, a-t-il dit, de voir comment les cas sans cadavre et sans procès laissent souvent les traces les plus profondes. Et moi, avec toute l'honnêteté d'un ami et chroniqueur, je ne pouvais qu'être d'accord.